Bien, bonjour à tous, merci de nous rejoindre. On va être progressivement rejoint par d'autres personnes. C'est notre première réunion en version Zoom. Je regrette que ce ne soit pas un apéro Zoom. C'est une réunion de gestion mensuelle Zoom, la première. Comme vous l'avez vu, on a eu quelques petits soucis pour commencer, mais on va s'améliorer au cours des secondes et minutes qui viennent. Bruno Bernstein, directeur de la gestion action chez Finaltis, action discrétionnaire, et Afid Lalouche, donc analyste gérant en charge des gestions digitales, vont vous exposer ce que nous avons fait dans les portefeuilles le mois passé et ce que nous envisageons, les thèmes que nous envisageons d'exploiter pour les semaines qui viennent. La question à laquelle on souhaite répondre et qui en principe doit s'afficher maintenant, ou devrait s'afficher, après cet avertissement que tout le monde a bien lu et appris par cœur, c'est cette sortie de crise, en tout cas d'un point de vue boursier, on sait tout ce que les marchés financiers anticipent, et même si la crise sanitaire est loin d'être terminée, il est important sur les marchés financiers qui anticipent de se positionner correctement. Donc ce qu'on va voir ensemble, et je vais laisser tout de suite la parole à Bruno, c'est à travers nos deux gestions que sont Finaltis Titan et Finaltis Digital Leader, ce que nous cherchons à faire. Dans ce cadre-là, nous avons une vision qui est la même pour ces deux fonds. Donc quelques mots sur de macroéconomie nous semblaient importants. Bruno, voilà. Donc, oui. Notre fameuse grenouille. Bonjour à tous. Donc, ça paraît un peu curieux de résumer ce qu'on est en train de vivre sur les marchés par la fable de la grenouille, que je vous rappelle quand même, si l'on plonge une grenouille dans l'eau chaude, elle s'échappe d'un bond. En revanche, si on la plonge dans l'eau froide et que cette eau est mise progressivement à ébullition, elle s'engourdit et finit par mourir ébouillantée. Alors pourquoi la grenouille et quel rapport avec la crise actuelle? C'est que la violence du choc que subit l'économie, la dévastation économique liée au fait de mettre la moitié de la planète sous cloche et la sidération qui s'en est accompagnée pour nous tous, et puis pour les gens qui nous gouvernent, a fait que la réponse a été très violente. Donc en l'occurrence, la grenouille a plongé dans l'eau bouillante, s'est enfuie. On verra à long terme si on a vraiment échappé à l'ébouillantage, mais en tout cas à court terme, on peut dire qu'on a une réponse absolument impressionnante de la part des gouvernements et des banques centrales. Alors, cette réponse, elle se traduit notamment par un certain nombre de dogmes qui sont tombés, que vous connaissez. On peut parler par exemple du zéro déficit en Allemagne, qui bien sûr ne sera plus d'actualité cette année. On peut parler encore de l'interdiction que la Fed s'était imposée d'acheter de la dette corporate. On peut parler de la BCE qui s'était toujours interdit de monter à plus de 33% de détention dans la dette d'un pays, du plafond d'achat annuel de dette d'État par le Japon, ou encore de la BOE qui va encore plus loin puisque elle financera, la Bank of England financera les dépenses de l'État anglais sans même passer par le marché obligataire directement. Voilà. Donc c'est assez inédit et donc un triangle très solide s'est mis en place dans cette crise entre les banques commerciales, les banques et les banques centrales. Les banques commerciales, les États et les banques centrales, et je laisse Denis détailler exactement cette mobilisation massive. Très brièvement, on a tous en tête des chiffres extrêmement impressionnants. Si on somme ces chiffres en prenant simplement les chiffres de part et d'autre de l'Atlantique, tant pour les exécutifs, donc les gouvernements, que pour les banques centrales, on arrive à des chiffres faramineux puisqu'on parle au total de 5 600 milliards de dollars de mesures budgétaires et fiscales de soutien sous forme de garantie de prêt, sous forme de report ou de transfert de charges auprès des entreprises, de prêts ou d'aides directes et de plans de relance d'ores et déjà annoncés. Et puis bien évidemment pour les ménages, de prestations directes ou de maintien de revenus. En France, le chômage partiel, Emmanuel Macron l'a rappelé, c'est une socialisation, il n'a pas dit nationalisation, mais en réalité une socialisation du paiement des salaires.
Dans certains cas, on a même parlé d'hélicoptères monnaie, donc de chèques directement payés. Ça existe aussi en France pour les professions libérales. Et puis les banques centrales qui se sont engagées, comme l'a rappelé Bruno, à financer une part non négligeable, et y compris directement de ces dépenses. Ça représente aujourd'hui les mesures annoncées de part et d'autre de l'Atlantique un total de 5 200 milliards de dollars. Donc dans ce qui est dépensé par les gouvernements, il y a aussi une partie qui va être prise directement par les banques centrales. Le point important, c'est la confiance, et les banques centrales sont garantes de ces confiances pour les monnaies fiat. On y reviendra. C'est un sujet qui est extrêmement important d'avoir cette confiance maintenue. Alors tout cela a un prix. Bruno? Voilà, donc un prix massif qu'on peut déjà mesurer par rapport à l'endettement des États. Donc, il est clair qu'avant le coronavirus, on s'inquiétait déjà beaucoup d'avoir 6% de déficit budgétaire en 2020 aux États-Unis. Vous voyez le chiffre s'afficher. Aujourd'hui, les projections sont plus autour de 18%. Les États-Unis tiraient une certaine gloire de n'avoir pas encore dépassé le cap des 100% de dette sur PIB qui sera transpercé allègrement cette année, et du côté de la France, c'est pas beaucoup mieux, comme vous pouvez le constater là. Donc d'un côté, il y a de l'endettement, et puis de l'autre côté, bien sûr, cet endettement est contre-garanti par les banques centrales. Ce serait sans ça impossible. Et donc, en termes de création monétaire, là je dois dire qu'on atteint des sommets, et le bilan de la Fed, vous vous rappelez sans doute de 2018 où Jérôme Powell nous parlait de l'autopilote qui allait réduire la taille du bilan de la Fed à hauteur de 50 milliards par mois. On en est très loin, puisque là le bilan de la Fed est autour de 7 milliards. Il était à 7 000 milliards. Il était à 700 milliards pendant la dernière crise financière. Et les projections, même les plus conservatrices, nous promettent de franchir les 10 trilliards assez rapidement. Voilà, donc la monnaie, l'imprimante à billets tourne à plein régime. Je vais peut-être passer la parole à Xavier Lagaé sur justement ce qu'on déduit de ce petit chapeau macro qu'on s'est permis de vous faire en termes de nouveaux fléchages pour l'épargne. Oui, bonjour à tous. Donc dans ce contexte, on a une classe d'actifs de prédilection chez Finaltis. Ce sont bien évidemment les actions qui nous paraissent être parées de solide qualité pour enjamber cette crise, puisqu'on est en présence de titres de propriété et d'actifs réels. On peut légitimement penser à une remontée de l'inflation, et quand on regarde la courbe d'espérance des rendements des différentes classes d'actifs, bon, on est convaincu chez Finaltis que l'actif qui permettra de rebondir au mieux, ce sont les actions. Encore faut-il être très sélectif, et c'est aussi une transition toute marquée avec nos deux fonds discrétionnaires, puisque on est convaincu que dans ce marché, il faut investir sur la qualité, et on les appelle, nous, les investment grade equities, que Finaltis Titan opère au jour le jour. Et la deuxième thématique, c'est le digital, qui, encore une fois, enjambe la crise au vu des résultats qui ont été communiqués hier soir par Facebook, Google, ou encore Amazon et Microsoft. Un point sur les performances rapidement. Donc en date d'hier, en year to date, on est à moins 9,7 sur Finaltis Titan, et Finaltis Digital Leader est positif, plus 3,7% en date d'hier. On vous a remis les chiffres de 2019 pour remettre en perspective cette année boursière. Et surtout, ce qui nous paraissait important, c'est la ligne du rebond. Donc depuis le plus bas constaté cette année, on est aux alentours de 26,6% sur Finaltis Titan, et un peu moins de 30% pour Finaltis Digital Leader. Merci
Xavier. Donc, bon, certains d'entre vous connaissent déjà bien le fonds Titan. Je vais juste revenir sur les points clés. Donc, Titan opère un univers d'investissement qu'on considère hors norme, avec des sociétés qui ont des qualités exceptionnelles, de la croissance, de la visibilité et de la résistance aux crises. La résistance aux crises, on la qualifie de manière assez objective en se concentrant uniquement sur les investment grade equity. Donc, c'est des sociétés qui émettent sur les marchés obligataires dans la catégorie investment grade. Donc, si vous prenez un indice sur les large caps européens, comme le S&P 350, voilà les 350 plus grosses sociétés européennes, vous avez à peu près 39% de ces sociétés qui sont des triple B. Vous avez aussi un peu de high yield. Dans Finaltis Titan, il n'y a aucune société qui émette high yield. Et le triple B, qui est la plus mauvaise note, on va dire, du segment investment grade, c'est uniquement 16% du portefeuille. Alors, je rappelle bien, hein, Finaltis Titan, c'est un fonds action. Hein, je suis désolé, on parle de rating obligataire, ça vous paraît curieux, mais l'idée, c'est que si vous montez un portefeuille avec des sociétés uniquement à yield, un portefeuille equity avec que des sociétés qui émettent à yield, bien sûr, il n'aura pas le même comportement à long terme qu'un portefeuille qui se concentre sur des très belles notations. Et donc, vous voyez que la catégorie la plus représentée dans Finaltis Titan, c'est le single A, mais on a aussi du double A et on a même du triple A hein, avec Microsoft en ce moment et Johnson Johnson qu'on n'a pas à l'instant précis, mais qu'on a régulièrement dans le portefeuille. Alors, le comportement de Finaltis Titan, la caractéristique du fonds est d'être véritablement flexible. On voit beaucoup de fonds flexibles actions où en fait l'exposition reste toujours soit à 30%, soit à 50%, soit à 70%. Nous, l'exposition varie beaucoup. Le fonds peut aller de 45 à 100 en exposition et on utilise ce levier-là abondamment. Donc, ce qui s'est passé là dans le dernier mouvement, et ce graphe en fait est là pour illustrer la contribution déterminante de la stratégie optionnelle. Les options, c'est une stratégie dite accessoire dans notre prospectus, mais dans des périodes de crise comme celle qu'on a vécue, bien sûr, ça devient une stratégie très importante. Alors, elle est importante, bien sûr, pour amortir la baisse. Ça, c'est naturel pour tout le monde. Hein. Bien sûr, quand on achète des puts, ça nous aide dans la baisse. D'ailleurs, vous pouvez voir que la partie orange du graphe en haut, il y a 3 pics. Ces 3 pics, en fait, c'est des pics de volatilité qui ont beaucoup valorisé notre portefeuille de put. Et à chaque fois, pourquoi ce pic redescend et repart? C'est tout simplement qu'on prend des profits sur les options et derrière la volatilité, on vend des options qui ont beaucoup de delta, qui sont très chères. On les vend, on encaisse cet argent, on achète des options qui sont un peu plus en dehors de la monnaie et la volatilité en fait a continué à monter et on réencaissait une fois et pendant 3 fois on a encaissé fortement sur les options et ça a contribué jusqu'à 7% de performance au pic du stress sur Titan. Mais ça nous a aussi permis, et c'est le point 2, de capter la hausse. Pourquoi? Parce qu'on a pu être au top de notre exposition sur le fonds au point le plus bas du marché. Donc Warren Buffett nous l'a dit, hein, il faut être courageux quand tout le monde est peureux. C'est plus facile à dire qu'à faire, et puis il est un peu plus riche que nous. Mais en fait, les options nous aident à faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a pu prendre des paris très, très forts en étant assuré que si le marché continuait à se dégrader, on avait un stock d'options qui allait continuer à se valoriser et qui allait continuer à nous aider dans cette phase-là. Voilà, donc le mandat du fonds est très simple, hein, c'est acheter des très belles valeurs à de très bons prix et vous pouvez imaginer qu'autour du 18, 19 et 20 mars, il y avait beaucoup de valeurs à des très bons prix qui nous plaisaient beaucoup. Donc, le portefeuille Titan, aujourd'hui, il a 83% d'exposition. Il en a même un peu moins parce qu'on a vendu quelques titres dans la journée d'hier. On a continué aujourd'hui. Le top 10 du portefeuille, vous le voyez, Berkshire Hathaway, Alphabet, BNP, Safran, Airbus, Essilor, Anheuser-Busch, Salesforce, Bank of America et AXA. Un thème dont on va parler très rapidement, qui sont les sociétés françaises systémiques, et une exposition géographique qui exprime bien le biais structurellement européen du fonds, même si c'est un fonds monde. Voilà, on a un biais européen assumé et multisectoriel. Alors, la slide suivante. Merci, Afid.
Alors, une slide, en fait, sur le thème des sociétés françaises systémiques. Alors, on parle beaucoup d'impact investing ces temps-ci. Et ben là, si vous voulez avoir de l'impact sur l'économie française, il y a une idée toute simple, c'est d'acheter des titres qui ont beaucoup baissé et qui nous paraissent être des piliers de l'économie française et qui ont une importance stratégique, voire même, certains diraient systémique, pour espérer un retour à meilleure fortune de l'économie française. Donc, ces titres ont une caractéristique assez particulière, c'est qu'ils ont pour l'essentiel baissé autant, et là la majorité des titres qui sont là ont baissé plus, voire beaucoup plus que le CAC 40. Là, on va prendre le CAC 40 en référence parce qu'il n'y a que des titres français. Et ces titres étaient, vous le voyez sur le graphe, très corrélés historiquement au CAC 40. Et d'un coup, un décalage sur cette crise s'est fait et elles ont sous-performé de quasiment 23%, même un peu plus, l'indice large. Donc cet axe nous intéresse beaucoup. On pense qu'il y a beaucoup de complaisance sur certains titres aujourd'hui qui sont valorisés trop cher. Sur ces titres-là, il n'y a pas de complaisance et si ces titres reviennent à meilleure fortune, ça profitera énormément au fonds Finalsis Titan dans les semaines et dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, et je passe rapidement le relais à Afid pour nous parler des valeurs digitales. Alors, Finatis Digital Leaders, un peu dans le même esprit que Finatis Titan, cherche à identifier des valeurs solides, mais dans le segment du digital. Alors, une autre différence avec Titan, c'est que nous, on est sur ce fonds 100% investi, donc on n'a pas de protection optionnelle. En revanche, ce qu'on essaie de faire pour vraiment limiter les risques, c'est sélectionner des valeurs de façon diversifiée sur plusieurs thèmes. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux thèmes qu'on joue sur le fond. Alors, peut-être avant de passer sur les thèmes, faire un point sur les GAFAM. Donc pour nous, c'est des valeurs de cœur de portefeuille. Si vous regardez le chart en haut, c'est les révisions des estimations de BPA sur le S&P 500. Et on voit que les 5 premières valeurs que sont les GAFAM sont extrêmement résilientes en termes de prévision de bénéfices par action. En revanche, les segments les plus fragiles de l'indice sont les petites et moyennes valeurs. Donc tout ça pour montrer que les GAFAM aujourd'hui ne sont pas, selon nous en tout cas, une bulle de valorisation. En fait, les niveaux de valorisation sur lesquels sont aujourd'hui les GAFAM sont parfaitement justifiés par cette résilience. Ensuite, il y a le poids que représentent ces valeurs dans les indices boursiers. Alors aujourd'hui, on est à 20% du S&P 500 et jusqu'à 45% pour le Nasdaq 100. En quoi c'est problématique pour nous qui sommes gérants? C'est impossible de répliquer ces poids en portefeuille, ne serait-ce que par la règle des 5-10-40, c'est tout à fait impossible. Donc nous, on se fixe pour règle, afin de limiter le risque systématique sur les valeurs, de ne pas mettre de plus de 4% par position en portefeuille. Et aujourd'hui, les GAFAM représentent 15% du portefeuille Finatis Digital Leaders. Donc pour passer aux deux thèmes qu'on joue, et vous montrer qu'effectivement, il y a d'autres, à part les GAFAM, il y a d'autres opportunités à jouer dans le digital, y compris après le parcours qu'a fait ce segment. Donc, le premier thème, c'est le stay at home. Dans ce contexte de crise sanitaire, toutes les entreprises sont obligées d'avoir aujourd'hui une stratégie de transformation digitale. Aujourd'hui, on voit que les pratiques de télétravail, de télémédecine, d'enseignement à distance sont largement répandues et on pense que ça va être quelque chose d'assez durable. Juste quelques chiffres, en France aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un salarié du privé sur 4 qui est en télétravail et un salarié du public sur 3. Et on est à plus de 2/3 des Français, des salariés français qui envisagent de poursuivre le télétravail aujourd'hui. En ce qui concerne la télémédecine, les professionnels de santé étaient assez réticents à délivrer leurs services par ce biais. On voit qu'aujourd'hui, le nombre de téléconsultations a explosé de plus de 100 fois.
Aujourd'hui, on a 100 000 téléconsultations par jour en France. Donc les thèmes qu'on joue, les sous-thèmes, si on peut dire ça comme ça, pour le stay-at-home qu'on joue aujourd'hui, donc on joue là-dessus du GAFAM, hein, très clairement, qui sont leaders dans les services cloud, hein, Amazon, Microsoft notamment. On joue effectivement le e-commerce, qui aujourd'hui, en termes de pénétration dans le commerce physique, pour prendre l'exemple des États-Unis, est à 10%. Et avec la crise qu'on traverse, il y a fort à parier que cette pénétration va fortement augmenter dans les prochaines années. Ensuite, on joue également les loisirs à la maison. Effectivement, avec les mesures de confinement, la distanciation sociale, tout ce qui est divertissement numérique, donc les jeux vidéo, le streaming, ont déjà fortement accéléré. Donc là-dessus, on est très pondéré sur les valeurs du jeu vidéo. Et enfin, aujourd'hui, là, avec le trafic Internet qui explose, on a plus 20 à plus 40% dans les pays confinés. On est positionné également sur des valeurs qui fournissent cette infrastructure digitale. Donc pour prendre l'exemple, on a Nvidia qui fabrique des cartes graphiques qui sont utilisées dans les PC pour les jeux vidéo, mais également des cartes graphiques qui sont utilisées aujourd'hui dans les data centers pour réaliser des calculs assez complexes. Donc le second thème qu'on joue aujourd'hui dans Finatis Digital Leaders, donc le premier thème, c'est des valeurs qui ont plutôt assez bien tenu, qui ont même pour certaines d'entre elles progressé fortement year to date. On joue un autre thème qui est le Digital GARP. Donc GARP, c'est Growth at Reasonable Price, qui est un site d'investissement qui consiste en fait à ne pas seulement regarder les niveaux de valorisation en absolu, mais les rapporter au niveau de croissance qui sont attendus sur ces valeurs. Et en fait, là-dedans, on met les valeurs qu'on pense qu'elles traverseront assez facilement cette crise, parce qu'elles ont de la visibilité sur leur croissance, qu'elles ont des barrières à l'entrée qui sont solides et qui ont énormément de cash au bilan qui leur permet de la flexibilité et bien entendu de poursuivre leurs investissements. Donc aujourd'hui, dans cette catégorie, on a tout ce qui est publicité digitale. La publicité est une dépense discrétionnaire des entreprises qui a été coupée assez vite. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'usage a explosé sur les réseaux sociaux et que donc ça amortit largement la réduction et l'attentisme qu'il y a eu sur les budgets publicitaires. Donc Alphabet a publié ses résultats hier qui étaient très bons. Facebook aujourd'hui, les résultats ont très bien tenu. Ensuite, un autre thème qu'on joue dans cette catégorie, c'est toutes les valeurs qui sont liées aux dépenses en informatique plutôt discrétionnaires des entreprises. Et là-dedans, on met le cloud qu'on appelle métier, comme Salesforce qui édite des logiciels de service client. On a VMware qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et dans leur migration vers le cloud. On a par exemple Genpact qui est leader dans le business process outsourcing, qui est l'externalisation des processus métiers par les entreprises. Donc, on pense que ces valeurs-là sont valorisées attractivement et qu'elles vont continuer à progresser. Ensuite, on a deux thèmes qui prennent de plein fouet, on peut dire, la crise sanitaire, c'est le retail physique. Donc là-dedans, on joue très clairement le paiement avec Mastercard Worldline. Et bien entendu, la tendance du cash vers le paiement électronique et digital, qui est une tendance séculaire. Et enfin, on joue également un rebond à venir du thème du tourisme, avec Trip.com qui est le leader des agences en ligne en Chine avec 60% de part de marché dans le pays, sachant que la Chine est le plus gros marché et le marché qui progresse le plus, bien entendu, en nombre de touristes dans le monde. Donc voilà pour les deux gros thèmes qu'on joue aujourd'hui dans Finatis Digital Leaders. Pour vous donner un ordre de grandeur en termes d'exposition, donc on reste bien entendu 100% investi. Et sur le premier thème, qui sont les valeurs stay at home, on est plutôt pondéré autour de 60% et 40% pour le deuxième thème, sur lequel on pense qu'il y a une poche avec du potentiel supplémentaire. Bon,
Merci Bruno, merci Afid, merci Xavier. N'hésitez pas si une question vous intéresse et vous souhaitez que nous y répondions, à nous la transmettre et on y répondra avec grand plaisir. Alors, cette présentation va être sur notre site internet. On peut vous l'adresser également par email si vous le souhaitez et vous pouvez la télécharger. Vous pourrez d'ici peu la télécharger sur le site internet. En principe, on a enregistré nos propos également. Et ils seront disponibles sous forme de podcast sur le site également. Voilà, il me reste à vous remercier de cette participation et à vous souhaiter un week-end prolongé, un bon week-end prolongé. Bon, malheureusement confiné, mais je crois qu'on y est tous un peu habitués maintenant. Donc bonne fin de semaine à tous et puis à bientôt. Merci de nous avoir suivis.